J'ai envie de nourrir un peu les bonnes nouvelles quand même. En cette rentrée, le soleil est presque revenu sur le cours de Roland-Garros. L'emploi tient bon. On a eu les chiffres de la DARES hier. Il y a même des signaux un peu positifs sur les embauches en CDI, non Alors, Raphaël, je vais prendre le ciel bleu. Ok, Allez. les chiffres tiennent. Alors, d'abord, on préférait quand même qu'ils tiennent un peu à la baisse plutôt qu'à la hausse, parce qu'ils tiennent, mais quand même légèrement à la hausse. On reste à 7% de chômage. Donc, ça, c'est le premier indicateur. Après, il y a deux, trois choses quand même sur l'emploi. On en parlait à l'instant. C'est-à-dire que l'accumulation de tout ce qu'on vient énoncer, à un moment, il y a une facture. En fait, je veux dire, si les investissements freinent dans les entreprises, si les entreprises ont du mal à se projeter, s'il y a des choix qui sont reportés, à un moment, c'est de l'emploi. Et je pense notamment au secteur de l'industrie en France, qui est déjà pas brillant, on va dire, et qui se pose beaucoup de questions. Après, il y a un autre indicateur qui est sorti cette semaine également, et qui est aussi un indicateur à avancer, c'est l'indicateur de l'APEC, donc surtout le recrutement des crades. Et là, alors là, la facture, elle est tout de suite. C'est-à-dire qu'on voit que les entreprises sont en train de freiner énormément dans leur projection au recrutement de cadres. Et c'est typique, c'est-à-dire que quand l'investissement commence à se reporter, au niveau encadrement, on commence à freiner. Ça touche tous les secteurs. Il y a un effet de l'IA aussi qui risque d'être. Alors, il peut avoir un effet de l'IA ou pas. Mais en revanche, ce qui est peut-être plus notable, c'est que d'abord, ça touche quasiment tous les domaines, mais ça touche énormément la TPE, la PME et tout ça, où il y a vraiment un coup de frein dans ce domaine-là. Et là, cette incertitude elle est en train de peser. Alors, je ne veux pas dire que la météo va être mauvaise, mais pour l'instant, on est un peu sur une forme d'inertie sur l'emploi. C'est peut-être une bonne nouvelle, tant mieux, profitons-en. Mais attention, ce n'est pas éternel. Olivier Redoulès, et après, je vous libère pour accueillir Alexandra Roulet. Mais vos perspectives chez Rexecode sur l'emploi d'ici la fin de l'année pour 2026, ça donne quoi? Alors, on est sur une tendance qui est plutôt dégradée, en fait. Mais on a été surpris collectivement par la bonne tenue d'emploi, par les bonnes nouvelles. Alors, c'est pas complètement étonnant. On a un marché du travail qui est en mutation. On a un certain nombre d'entreprises qui ont quand même du mal à recruter et donc qui préfèrent garder leurs effectifs. On a aussi des pouvoirs publics qui soutiennent massivement le marché du travail. Il y a en tout 180 milliards d'euros d'aide, de soutien, de politique de l'emploi. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, tout ça, ça porte le marché du travail. Et puis, peut-être, il y a une bonne nouvelle, parce qu'on parlait de l'emploi, et qui explique peut-être cette bonne teneur, c'est que malgré cette atmosphère un petit peu sinistre, on fait de la croissance, on fait des gains de productivité. Et c'est ça qui est incroyable. Et ces gains de productivité, ils aident quand même à maintenir l'emploi. Ils ne sont pas énormes, mais on a une reprise à productivité. On se souvient qu'il y a un an ou deux, on était tous un peu inquiets de la chute de productivité d'après-crise. Là, elle est en train de reprendre depuis début 2023 et elle continue à reprendre tout doucement. Donc, on est à une phase où les entreprises font des gains de productivité, arrivent à maintenir les effectifs et par ailleurs, il y a quand même certains secteurs qui se portent bien, d'autres qui sont dans des difficultés importantes comme la construction. Oui, merci beaucoup Olivier Redoulès, directeur des études Rexecode, d'être venu nous voir sur Roland-Garros aujourd'hui. Je vais vous laisser céder la place à Alexandra Roulet, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Alexandra, vous êtes professeure à l'INSEAD, membre du Conseil d'analyse économique et du Cercle des économistes. Bienvenue. J'ai envie de vous poser la même question sur l'emploi. Plutôt des bonnes nouvelles récemment. Est-ce que ça va si mal finalement ? Alors, donc l'emploi résiste. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Donc, je pense qu'il y a des forces qui vont un peu dans deux sens opposés. D'une certaine manière, la force négative, c'est que l'équation budgétaire fait qu'il y a des dispositifs un peu de soutien à l'emploi qui risquent d'être revus à la baisse. On l'a vu sur l'apprentissage, on l'a vu sur d'autres dispositifs. Donc ça va aller, on va dire, dans le mauvais sens. Mais à l'inverse, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines réformes qui ne sont pas encore pleinement montées en charge. Donc la plus emblématique, c'est la réforme des retraites. Comme vous savez, l'âge légal, il sera à 64 ans. Qu'en 2030. On n'est qu'en 2025. Ce qui pousse le taux d'emploi, notamment chez les seniors. Le taux d'emploi à la hausse. Les réformes de l'assurance chômage qui ont été décidées dans le passé, elles s'appliquent toujours au flux, c'est-à-dire aux nouveaux entrants. Donc, si vous voulez, c'est toujours des réformes qui montent en charge graduellement. Donc, on n'a pas encore pleinement vu l'effet total de toutes les réformes du marché du travail qui ont déjà été décidées, sans même parler... Le meilleur est à venir. Voilà. Bon. Mais en revanche, évidemment, il y a la macroéconomie mondiale qui joue à l'ordre 1, et ça, c'est très difficile à prévoir, et ça aura bien évidemment des répercussions sur l'emploi à la hausse ou à la baisse selon les évolutions. Est-ce que c'est le moment de lancer une nouvelle réforme de l'assurance chômage? Début août, Matignon a envoyé les lettres de cadrage aux partenaires sociaux qui ne sont pas très allants, c'est le moins qu'on puisse dire, pour entrer dans cette négociation. Est-ce qu'à un moment où on risque de voir le chômage augmenter, c'est le moment de resserrer la vis sur l'assurance chômage, Alexandra Roulet? Alors, après Ludovic.
Autant j'étais très favorable à la réforme de l'assurance chômage qui avait été décidée en 2023, qui avait rendu l'assurance chômage contracyclique en réduisant la durée d'indemnisation. Autant j'étais plus réservée sur la réforme Attal qui a été avortée finalement, parce que justement je trouvais que c'était pas le moment. L'année dernière, quand déjà il y avait eu cette première prémisse de réforme. Là maintenant on remet cette réforme en chantier. Disons que je suis un peu partagée, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, compte tenu de l'équation budgétaire, on se dit que oui, bah voilà, il y a quand même... C'est 2 milliards à 2 milliards et demi d'économies d'ici quelques années. Mais d'autre part, cela étant, c'est vrai qu'on a déjà eu 2 réformes. C'est vrai qu'il y a quand même généralement, on ne durcit pas l'assurance chômage quand le cycle économique est plutôt morose, vous venez de le dire. Donc tout ça ne plaide pas vraiment pour une nouvelle réforme. Disons que je pense que par exemple le chantier des retraites est beaucoup plus gros et beaucoup plus important. Après, c'est vrai que puisqu'on doit faire des efforts un peu partout, on comprend aussi que le gouvernement se repose la question de l'assurance chômage. Ce que vous nous dites là, Alexandra Roulet, si je vous comprends bien, c'est que c'est une mesure d'abord et avant tout budgétaire. Je pense que oui. Bon. Ludovic de Sauté, vous pensez que c'est possible vraiment même lecture qu'Alexandra. C'est-à-dire le risque finalement, c'est d'être un peu à contre-cycle par rapport. D'abord, il y a une équation. Ok, il y a l'équation budgétaire, mais aussi on a une période de symboles. On le voit politiquement. On voit ce qu'a provoqué les 2 jours fériés, par exemple, pour donner un exemple. Donc, il y a des symboles qu'il faut. Là, sur l'assurance chômage, le risque, c'est qu'on soit à un moment où politiquement, c'est pas judicieux. Oui, il faudra ouvrir le dossier, mais il y a probablement d'autres priorités, d'autres symboles à aller chercher. D'autres niches, j'allais dire. Il y a un vaste débat. Vous parliez tout à l'heure de l'héritage, qui est une vraie question, parce que selon la fiscalité, c'est un tabou total, par exemple. Mais aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas le meilleur dossier, et c'est pas le meilleur dossier au moment où, par ailleurs, le dialogue social dans ce pays est pas très bon. J'interroge la chef d'entreprise. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage aujourd'hui, selon vous? Je suis totalement en phase avec vous, Olivier. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a d'autres priorités aujourd'hui. On va pas tout nous chambouler. L'alternance, c'est pareil. Un jour, on est fiscalisé, un jour plus. Mais comment on s'y retrouve là-dedans? On change sans arrêt les règles et c'est pas le moment. On a besoin de stabilité. Là, on a déjà du mal à absorber la réforme des retraites. Donc, non, c'est pas le moment de tout chambouler aujourd'hui. Une expérience aussi, on entend souvent, côté ministériel, on entend dire que l'explosion des ruptures conventionnelles est beaucoup demandée par des gens très diplômés qui parfois en profitent pour aller faire le tour du monde. Je caricature à peine. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues dans votre entreprise? Non, je pense que c'est une minorité. On fait un point d'orgue sur peut-être d'autres. Il ne faut pas s'attacher à ce genre. Il y a toujours des défauts. Dans chaque réforme, on trouve toujours un moyen de les contourner. Mais non, c'est pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. En revanche, c'est vrai que 7% de chômeurs, on n'arrive pas à baisser ce chiffre-là. Est-ce que c'est normal d'avoir encore 7% dans la mesure où on a du mal à recruter certaines personnes? Et oui, et on dit souvent que si on avait le taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors de l'Allemagne, ça résoudrait notre problème de finances publiques. Donc c'est vraiment bien davantage d'activités qu'il faut aujourd'hui en France. Alexandra Roulet. Tout à fait, mais vous voyez par exemple sur le taux d'emploi, alors sur le taux d'emploi des seniors, donc c'est vraiment les plus de 60 ans, c'est clair que il augmente. Il augmente, mais trop doucement. Mais c'est clair que le levier, c'est la réforme des retraites. Donc c'est pas simple politiquement, socialement, mais enfin au moins conceptuellement, c'est simple. Oui. Sur les jeunes, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de dispositifs, emploi, apprentissage, mais d'autres, un jeune, une solution, contrat d'engagement jeune, enfin vraiment toute une panoplie, qui ont eu des effets positifs, mais finalement au niveau macro, ça n'a pas suffi. Donc je pense qu'au niveau des jeunes, les leviers ne sont pas sur les politiques de l'emploi, mais en fait sur les freins qu'il y a sur d'autres marchés. Donc je pense par exemple au marché du logement. Oui. Le marché du logement. Je pense Patrick Martin en a parlé hier lors de son discours inaugural. C'est plus facile, à mon avis, pour un jeune de trouver un travail qu'un logement. Mais s'il n'a pas le logement à l'endroit où il a trouvé le travail, de toute façon, il ne peut pas accepter le travail. Donc, si vous voulez, en fait, si vous fluidifiez le marché du logement, c'est-à-dire à la fois à travers plus d'offres, mais aussi vous fluidifiez le parc social, etc., vous allez permettre beaucoup plus facilement à des jeunes d'aller trouver un emploi qui est très loin, alors que là, pour l'instant, ils habitent chez leurs parents ou en coloc ou je ne sais quoi. Et donc, évidemment, un propriétaire ne va pas vouloir louer à un jeune qui a juste un contrat type CDD pour 6 mois. Comment vous voulez qu'un propriétaire accepte de louer? Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une réflexion interministérielle qui doit être menée sur la question de l'emploi des jeunes, parce que c'est la question de l'éducation. On a moins de jeunes, par exemple, qui sont
en emploi et en études que dans d'autres pays. On a toujours 1 million et demi de NEETs, par ailleurs, voilà. sans formation et sans Et emploi. donc, voilà, sur la politique de la ville, la politique de la mobilité, pour faciliter les trajets, etc. Donc, ce n'est pas juste des politiques de l'emploi qui vont résoudre notre problème de chômage des jeunes. Oui, Alexandra, le gros problème, possible c'est aussi. le logement. Comment un jeune peut se loger aujourd'hui à Paris? Comment il peut trouver un emploi s'il n'a pas de logement? Donc, quand le bâtiment va, tout va. Il faut relancer le logement en France, relancer la construction. Je suis complètement en phase avec vous. Et puis, on vendra un petit peu plus de ciment français aussi. En plus, Ça m'irait très, très bien. Merci, Alexandra. comment on fait pour débloquer le marché du logement, Ah, de c'est Sauté Les maires. c'est des grosses mesures politiques. Très on vient en impopulaires. parler, et assez impopulaires. Voilà, bon. Mais, C'est les élections municipales bientôt et on dit Ouais. souvent Mais- maire bâtisseur, maire battu. Hein. Je vais peut-être descendre, mais pour être très très concret, parce que ça m'a Oui. marqué là, cet été, énormément d'entreprises ont eu des problèmes de logement pour les saisonniers. Alors, non, mais ça a l'air basique quand on en parle comme ça, mais ça l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient un frein à l'économie, ça devient un frein pour les primo-accédants qui rentrent sur le marché de l'emploi et qui ont une difficulté à se loger, mais ça devient aussi un frein pour des entreprises qui ont des choix à faire, qui ont des talents à tirer, qui ont des renouvellements au sein de leurs effectifs à gérer. Et aujourd'hui, c'est un des verrous de la société dans lequel on est. C'est pas le seul, on va pas se mentir, parce que si on résout juste le logement, il y aura encore d'autres aspects On est à d'accord. prendre. Ouais. Mais peut-être ce qu'on se dit collectivement, et c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu énervé à la ref et mobilisé depuis hier, c'est que finalement, le grand raté, il est un peu politique, Patrick Martin le disait hier, parce qu'on a le sentiment que la France abordait un peu depuis 2-3 ans finalement une période économique où, avec des atouts, c'est-à-dire que ça n'allait pas si mal. Et d'ailleurs, on récolte toujours les fruits du ça n'allait pas Et si notamment mal. par rapport à l'Allemagne, hein, Voilà, et qui voilà. est en récession depuis Ouais, 2 ans. non, mais, alors, je ne dis pas que ça allait très bien, mais ça allait pas si mal finalement. Et d'ailleurs, on le voit l'emploi, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme ça sur une lancée où ça continue pour l'instant, ça se maintient. Et c'est le grand raté parce que il y avait probablement des ingrédients chimiques en dehors de l'histoire des droits de douane, mais qui n'est pas spécifique à la France. Donc en fait, au moins là, le jeu est relativement égal pour la France par rapport à d'autres partenaires. Mais et là, c'est la situation interne qui maintenant est en train de devenir le poison. C'est une situation interne compliquée. Vous le dites, aujourd'hui, il y a un besoin de projection. Les règles du jeu ne peuvent pas changer. Il y a des questions sur les entreprises qui sont hyper importantes. Comment ça va marcher sur le crédit impôt recherche, le pacte du trade, la transmission des entreprises. C'est-à-dire que s'il y a une menace là-dessus, c'est autant d'éléments qui sont déstabilisants pour des décideurs et pour l'économie de 2026 et 2027. Et ça va vite derrière en termes politiques. Il y a les municipales et la présidentielle. Le pacte du trail, il peut faire mal pour vous êtes propriétaire d'une entreprise familiale. Ah, mais il n'en est même pas Montrer, question. cadre. C'est même pas un sujet à aborder, quoi. C'est hors de question de C'est revenir un là-dessus. sujet qui sera abordé pourtant dans le Ah, mais voilà, c'est- voilà, prochain projet de loi de finances. c'est carrément pas possible. Moi, je vous le dis, si on revient là-dessus, le nombre de patrons qui quittent la France. Sans le supprimer, simplement des effets de bord. Est-ce Ah, mais qu'on même doit pas, mettre on ne- dans le pacte du trail des bateaux, des appartements, est-ce que tout ça il faut ne arrêter. peut pas être affiné? Il faut la arrêter, marge. il faut qu'on puisse transmettre. Comment vous estimez un patron, un salarié qui toute sa vie économise pour s'acheter un petit appartement, il pourra même pas le transmettre à ses enfants? Mais c'est la révolution en France si on touche au pacte du travail. C'est hors de question. Il faut qu'on soit capable de transmettre nos entreprises et qu'elles ne partent pas à l'étranger. Moi, j'ai mis 20 ans à payer mon pacte du travail. Si j'explique à mes enfants que je ne pourrais pas leur transmettre mon entreprise, mais c'est pas C'est possible. une inquiétude aujourd'hui chez les chefs d'entreprise. Éric Lombard s'était exprimé Non. avant l'été pour Éric dire Lombard a dit qu'il n'y toucherait pas. qu'il n'y toucherait pas. Donc, moi, je suis confiante. Il ne faut pas y toucher Et on parce sait que si pendant on les y touche, discussions c'est la guerre. parlementaires, Et c'est hors de question. Mais je revenais à ce que vous disiez sur les maires bâtisseurs. On a besoin de maires bâtisseurs. Alors, on n'aime pas voir des grues et des camions toupies dans ces villes, mais il en faut. Il faut construire, il faut développer nos villes et on peut le faire. Et c'est compliqué aujourd'hui. Mais pacte du trail, on n'y touche pas. Soyez sympas, touchez à d'autres choses, mais n'allez pas toucher au capital des patrons qui veulent le transmettre à leurs salariés ou à leurs enfants. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des besoins de justice fiscale, des mesures un peu symboliques dans un budget, dans un projet de loi de finances qui soit très politique pour ce besoin que tout le monde partage l'effort? Oui, mais on veut bien partager l'effort, mais on le fait déjà dans l'entreprise. On paye déjà des taxes les plus élevées en Europe. Mais l'entreprise, c'est pas la vache à lait. Il faut arrêter. On a plein d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Ce qu'il nous faut, nous, c'est produire plus. Plus on va produire, plus on va payer de taxes.
c'est quand même pas compliqué de produire plus. Pour produire plus, il faut qu'on puisse avoir des contrats en France et se développer en France. Donc, il faut aider les entreprises. À la limite, vous taxez moins les entreprises, vous supprimez ce qui devait être supprimé, la CVAE qui n'est toujours pas supprimée. Je vous assure qu'on va se développer et qu'on va rapporter beaucoup plus de recettes fiscales. Ouais, les impôts de production, c'est un vieux sujet. On en parle quasiment à chaque rentrée à la REF du MEDEF. Oui, je pense que sur le pacte du trait et sur la baisse des impôts de production, il y a un peu deux difficultés. C'est que la baisse des impôts, c'est quand même quelque chose qui a été fait par Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. 60 milliards de baisse d'impôts. Et ce qui est compliqué, c'est que je pense que ça a contribué à l'attractivité de la France, mais le fait est que ça a quand même aussi en partie contribué au problème de finances publiques, au sens où, malgré tout, et je veux dire, je le dis en tant que ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, et je soutenais ces baisses d'impôts, mais le fait est que, justement, cet effet d'entraînement de l'économie, il a été moindre que ce qui était escompté. Mais peut-être parce qu'on n'a pas baissé les dépenses aussi à hauteur des baisses d'impôts. Voilà, peut-être, mais il faut quand même, si vous voulez, quelque part, accepter aussi ça. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, je comprends aussi alors, il y a un discours qui est de dire c'est qu'on ne les a pas baissés assez. Mais bon, une autre conclusion, c'est de se dire, n'allons pas plus loin dans la logique. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut se comprendre qu'on ait mis en pause la baisse des impôts de production. Entre guillemets, on n'avait pas les moyens de les baisser encore davantage. Voilà. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, le niveau des prélèvements obligatoires ne joue pas tant que ça sur le niveau de l'activité, c'est ça? C'est qu'une fois qu'on s'est habitué à un niveau assez élevé, ça fonctionne quand même? Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'il y a un effet justement attractivité macroéconomique qui est difficile à mesurer, à identifier de façon précise. C'est-à-dire que c'est difficile d'identifier quelles mesures précises à jouer pour l'implantation de telle usine à tel endroit. Donc ça, c'est difficile. Ce qu'on peut identifier plus précisément, c'est par exemple la baisse de la fiscalité du capital. Elle a profité à certaines personnes et à certaines entreprises. Et on n'a pas vu, quand on évalue de façon très micro, on n'a pas vu l'augmentation de l'investissement qui était espéré. Voilà, ça a été fait. Merci. Donc c'est la petite réserve. Ensuite, sur les histoires de pacte du trait, et alors moi je ne suis pas du tout experte de ces dispositifs, rapidement, mais ce que je veux juste dire, c'est que vous dites si on touche au pacte du trait, c'est la guerre. Mais une autre façon de le voir, c'est que c'est déjà un climat social très très tendu. On est déjà, je dirais pas en situation de guerre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà tendu. C'est pas totalement évident que voilà, et en partie pour des questions justement de répartition de l'effort, de justice fiscale et tout ça. Donc c'est là où je serais quand même plus réservée. Moi, je pense qu'il y a besoin de mesures symboliques en faveur, qui demandent un effort supplémentaire aux plus fortunés.